Pourquoi es-tu heureux? M'a demandé ma femme enceinte. Parce que tu es enceinte et que je ne suis pas le père, ai-je répondu calmement. Avant le dessert, son monde était déjà anéanti. Voici comment un ingénieur logiciel démasque une femme infidèle. Je m'appelle Philippe Garnier. J'ai 50 ans et j'ai créé une plateforme SaaS sans laquelle les départements des ressources humaines du Grand T ne peuvent plus fonctionner. Paie, avantages sociaux, dossier des employés, tout le package. 15 ans de journée de 18 heures pour qu'Élodie n'ait pas à travailler, pour que nos enfants puissent tout avoir. Nathalie a 14 ans, elle est première de sa classe et veut devenir vétérinaire. Antoine vient d'avoir 11 ans, il joue au baseball comme moi autrefois. Il y a 3 mois, j'ai trouvé quelque chose dans notre stockage cloud partagé, un document intitulé « Mise à jour Assurance Mars ». Je l'ai ouvert. Une confirmation de rendez-vous chez une gynécologue obstétricienne, le docteur Sophie Charpentier. Nous n'avions pas parlé d'avoir un autre enfant. Nous parlions à peine d'autre chose que de logistique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer, vraiment observer. Je suis un informaticien. Je crois aux données et aux schémas. Notre plateforme suit tout. 2 semaines plus tard, j'en ai eu la confirmation. Élodie était enceinte de 12 semaines. Les notes étaient dans ses courriels, synchronisées avec le cloud que j'avais mis en place pour la sécurité de la famille. 12 semaines. J'ai compté à rebours. Nous n'avions pas eu de relation intime depuis le Nouvel An, et c'était dû au champagne et à la nostalgie, pas à la passion. J'aurais pu exploser, faire une scène, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère une crise. On évalue, on planifie, on exécute. Alors, ce soir, je l'ai emmené chez Raphaël, un bon restaurant italien. Nappe blanche, chandelle. Elle a semblé confuse quand je l'ai suggéré. Quelle est l'occasion? Avait demandé Élodie. Avons-nous besoin d'une occasion? Ai-je gardé une voix légère. Je pensais que ce serait bien. Elle avait souri. Ce même sourire dont je suis tombé amoureux il y a 22 ans. Sauf que maintenant, je pouvais voir le calcul derrière. Maintenant, nous sommes là. Elle porte une robe bleu marine que je n'ai jamais vue. Coiffée comme à l'époque où nous sortions ensemble. Elle a commandé du saumon. J'ai pris une entrecôte que je ne mangerai pas. Le serveur a apporté du vin. Elle l'a refusé. Pas envie ce soir, a dit Élodie. Tu es sûr? Je suis sûr. Elle a bu de l'eau à la place. Alors, que se passe-t-il vraiment, Philippe? Tu agis bizarrement. J'ai posé ma fourchette. J'ai pensé à nous, à l'avenir. Elle s'est agitée. D'accord à la famille. À ce qui vient ensuite. Sa main est allée vers son ventre, juste une seconde. Protectrice. Elle s'est reprise, l'a reposée sur la table. Philippe, si c'est à propos de « je suis heureux », les jeux interrompus, en gardant ma voix égale. Vraiment heureux, en fait. Élodie a cligné des yeux. C'est bien. Ça l'est. Je me suis penché en arrière. Tu as demandé pourquoi je voulais dîner ce soir. Pourquoi je semble différent? Oui. C'est parce que tu es enceinte. J'ai vu la couleur quitter son visage. Et que je ne suis pas le père. Le restaurant continuait de s'animer autour de nous. Musique de piano. Rire d'une autre table. Mais à la nôtre, tout s'est arrêté. La bouche d'Élodie s'est ouverte, fermée, puis rouverte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me suis levé, j'ai sorti 3 billets de 20 € de mon portefeuille, les ai posés sur la table. Profite de ta soirée, ai-je dit doucement. Puis je suis sorti, la laissant assise là avec son monde qui commençait à s'effondrer. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence complet. Au moment où elle a franchi la porte 1 heure plus tard, talons claquants, souffle rapide et court, j'étais déjà parti. Je ne suis pas allé loin, juste à l'hôtel Mercure à 3 rue de notre maison. Je me suis enregistré sous mon nom, j'ai payé en espèces, j'ai dit à la réception que je ne voulais pas de service de chambre. Chambre 412, suite d'angle avec vue sur le parking et rien d'autre. Parfait. Je me suis assis sur le lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le logiciel que j'avais installé sur notre réseau domestique il y a 3 mois fonctionnait toujours. Chaque appareil de la maison, chaque connexion, chaque recherche, chaque message, tout était enregistré, horodaté, sauvegardé sur un serveur sécurisé dont Élodie ignorait l'existence.
Mon téléphone a vibré. Élodie. J'ai refusé l'appel. Il a vibré à nouveau. Refusé. Puis le SMS est arrivé. Philippe, s'il te plaît, nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai retourné le téléphone et suis revenu à mon ordinateur portable. Le vrai travail ne faisait que commencer. Vous voyez, quand vous développez des logiciels de RH, vous apprenez quelque chose d'important. Les gens sont des créatures d'habitude. Ils utilisent les mêmes mots de passe, achètent dans les mêmes magasins, suivent les mêmes schémas. Élodie n'était pas différente. J'avais accès à tout depuis des années. Les comptes joints, bien sûr, mais aussi son courriel personnel, ses réseaux sociaux, son stockage cloud, tout était synchronisé avec les systèmes familiaux que j'avais mis en place pour plus de commodité. J'ai ouvert son Gmail, cherché Dr Charpentier. 47 résultats remontant à 8 mois. Rendez-vous, résultats de test, confirmation d'ordonnance. Puis j'ai cherché un nom que j'avais vu apparaître à plusieurs reprises dans ces données de localisation. Tristan. Tristan H. Lemoine, 34 ans, consultant en marketing, travaillait pour une entreprise à 2 bâtiments de l'endroit où Élodie faisait du bénévolat au centre communautaire. Son profil LinkedIn le montrait souriant devant une BMW, une photo professionnelle qui criait « J'ai atteint mon apogée à l'université ». J'ai trouvé leur message dans un dossier qu'elle avait nommé « Club de lecture ». Mignon. Il n'y avait pas de club de lecture. Juste des mois de planification de rencontres, de chambres d'hôtel, de mensonges sur où elle serait et quand. Un message d'il y a 6 semaines a attiré mon attention. Élodie avait écrit « Il est distant ces derniers temps. Je pense qu'il se doute de quelque chose. » La réponse de Tristan, alors peut-être qu'il est temps de lui dire. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Élodie. Pas encore. Je dois régler la logistique, les enfants, la maison, tout. Tristan, et le bébé? Élodie, je m'en occuperai. Fais-moi confiance, je m'en occuperai. Comme si j'étais un problème à gérer. Un problème logistique dans son grand plan. J'ai tout capturé. Sauvegardé sur 3 disques durs différents. Crypté, sauvegardé. Puis j'ai ouvert un autre dossier. Celui-ci contenait des documents que j'avais passé les 6 dernières semaines à préparer avec mon avocat, Richard Pagnol. 40 ans de pratique en droit de la famille. Réputé pour être minutieux et impitoyable. Requête en dissolution de mariage, déjà rédigée, déjà examinée, prête à être déposée lundi matin. Convention de séparation des biens, proposition de garde des enfants, déclaration financière montrant chaque compte, chaque investissement, chaque bien immobilier. La maison, à nos 2 noms, mais je faisais les paiements depuis mon compte professionnel depuis 3 ans. Facile à prouver. Le chalet dans les Vosges que nous avions acheté pour les week-ends, titre transféré à mon nom il y a 2 mois quand je l'ai refinancé. Élodie avait signé les papiers sans les lire, trop occupée à envoyer des SMS à Tristan pour leur prochaine rencontre. Les fonds pour les études des enfants, établis à mon nom en tant que dépositaire avant même notre mariage, protégés. Mon entreprise, une entreprise individuelle créée 3 ans avant le mariage, un bien entièrement séparé. Chaque centime que j'avais gagné, chaque client que j'avais signé, chaque ligne de code écrite, c'était à moi. Elle n'y avait aucun droit. J'avais passé 6 semaines à déplacer des pièces sur un échiquier dont elle ignorait l'existence. Et maintenant, c'était la fin de la partie. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère, Éléonore. J'ai répondu. Philippe, dit-elle, la voix tendue d'inquiétude. Élodie vient de m'appeler. Elle est hystérique. Elle a dit que tu avais quitté le dîner et que tu ne répondais pas à ses appels. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Elle a dit qu'elle ne savait pas, que tu avais fait une accusation folle et que tu étais parti. Maman, elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Silence. Assez long pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Philippe, dit enfin maman, la voix différente maintenant. Plus dure. En es-tu certain? Le test ADN est revenu hier. Je l'ai depuis 2 semaines. Je voulais être absolument sûr avant de faire quoi que ce soit. Oh, mon chéri. Sa voix s'adoucit. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Je gère la situation. Où es-tu maintenant?
À l'hôtel. Je vais y rester un moment. Peux-tu garder les enfants demain? Je leur ai dit que j'avais un voyage d'affaires. Bien sûr. Nathalie et Antoine peuvent rester aussi longtemps que tu en as besoin. Merci, maman. Philippe, quoi que tu prévois, sois intelligent. J'ai souri à cela. Toujours. Après avoir raccroché, je suis retourné à mon ordinateur. Une dernière chose à gérer ce soir. Je me suis connecté à notre plateforme financière partagée, celle où Elodie pouvait voir notre compte courant, nos économies, le budget du ménage. J'ai tout transféré sur un nouveau compte, un fonds de réserve d'entreprise que j'avais ouvert le mois dernier. Chaque euro, sauf exactement 4500 €, assez pour couvrir 2 semaines de courses et d'essence. Puis j'ai changé tous les mots de passe. Le temps qu'Elodie comprenne ce que j'avais fait, ce serait lundi. Et d'ici lundi, les documents seraient déjà déposés. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Elodie, encore. S'il te plaît, dis-moi juste ce que j'ai fait de mal. Nous pouvons arranger ça. J'ai répondu par 3 mots simples. Regarde tes courriels. Puis je lui ai envoyé chaque capture d'écran, chaque message avec Tristan, chaque confirmation de rendez-vous, chaque mensonge documenté et horodaté. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai juste fermé mon ordinateur portable, éteint mon téléphone et je me suis endormi. Demain, le vrai travail commençait. Le dimanche matin est arrivé avec la pluie. Le genre de pluie qui frappe la fenêtre de l'hôtel en nappe et vous donne envie de rester au lit. Je n'avais pas ce luxe. J'avais 2 enfants qui devaient savoir que leur monde était sur le point de changer. Et je n'allais pas laisser Elodie raconter sa version des faits en premier. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à Rivebelle. Une modeste maison à 2 étages où j'ai grandi, où maman gardait encore mes vieux trophées de baseball sur la cheminée comme si je pouvais revenir jouer un jour. Nathalie et Antoine étaient dans la cuisine quand je suis arrivé, mangeant des crêpes que maman avait faites avec trop de sirop, comme toujours. Papa. Antoine s'est levé d'un bond, du sirop sur le menton. Mamie a dit que tu étais en voyage d'affaires, mais tu es là. Le voyage a été annulé, mon grand, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. J'ai quelques minutes pour vous parler. Nathalie leva les yeux de son assiette. 14 ans et elle lisait déjà les gens mieux que la plupart des adultes. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. J'ai juste besoin de vous parler de quelque chose. Finissez d'abord votre petit déjeuner. Maman a croisé mon regard depuis la cuisinière. D'un seul coup d'œil. Elle savait ce qui allait arriver. 20 minutes plus tard, nous étions assis dans le salon de maman. Antoine sur le canapé à côté de moi. Nathalie dans le fauteuil, les bras croisés comme si elle se préparait à un impact. Votre mère et moi, nous allons divorcer, ai-je dit. Sans préambule, sans adoucir les choses, juste la vérité. Le visage d'Antoine s'est décomposé. Quoi? Pourquoi? Parce que parfois, les gens s'éloignent, ai-je commencé, mais Nathalie m'a coupé. C'est n'importe quoi, papa, dit-elle, la voix tranchante. Les gens ne s'éloignent pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé ma fille, l'intelligence dans ses yeux. La façon dont elle s'est penchée en avant comme si elle était prête à se battre contre quelqu'un. Elle méritait la vérité. Une version adaptée à son âge, mais la vérité. Votre mère a fait quelque chose qui a brisé notre confiance, ai-je dit prudemment. Quelque chose que je ne peux pas pardonner. Et il n'est pas juste pour nous tous de prétendre que ce n'est pas arrivé. Est-ce qu'elle a trompé, a demandé Nathalie. Direct comme un coup de marteau. Antoine a eu un hoquet. Nathalie. J'ai 14 ans. Pas stupide. Les gens divorcent pour 3 raisons, l'argent, l'infidélité ou la violence. Papa gagne beaucoup d'argent et il n'est pas du genre violent. Alors, elle avait raison. J'ai hoché la tête. Oui, elle a trompé. Antoine a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses coulant sur son visage qu'il essayait d'essuyer avec sa manche. La mâchoire de Nathalie s'est crispée, mais elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée assise là, à traiter l'information, à assembler les pièces. C'est pour ça que tu as quitté le dîner vendredi soir, a-t-elle demandé. Maman est rentrée en pleurant. Elle s'est enfermée dans la chambre. Elle ne voulait pas nous parler. Oui, c'est ça. Où étais-tu la nuit dernière? À l'hôtel.
J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Nathalie a hoché la tête lentement, puis a posé la question que je redoutais. Où allons-nous vivre? Avec moi, ai-je dit fermement. Je ne vous abandonne pas. Nous réglerons les détails. Mais vous restez avec moi. Tous les deux. Et maman, a demandé Antoine, d'une petite voix. Elle sera toujours votre mère. Vous la verrez toujours. Mais le quotidien, ce sera avec moi. Antoine a enfoui son visage dans mon épaule. A commencé à pleurer plus fort. Je l'ai serré dans mes bras. Les laissé tout sortir. Par-dessus sa tête, j'ai regardé Nathalie. Elle ne pleurait pas, mais ses mains tremblaient. Papa, dit-elle doucement. Oui, ma chérie. Je ne vais pas avec elle. Je me fiche de ce que le tribunal dira. Je reste avec toi. Sa voix s'est finalement brisée. Elle nous a menti. À nous tous. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas, elle s'est mise à pleurer alors. Vraiment pleurer. Je l'ai attirée sur le canapé à côté d'Antoine. Les ai tenus tous les deux pendant qu'ils s'effondraient, pendant que leur enfance se terminait un peu plus tôt qu'elle n'aurait dû. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte avec des mouchoirs, les a posés sur la table basse et a de nouveau disparu, nous laissant de l'espace. Après un moment, Antoine s'est reculé. Tu vas bien, papa? J'ai souri à cela. Le monde de mon fils implosait, et il s'inquiétait pour moi. Je vais bien. Mieux que bien. Nous tous, nous irons bien. Promis. Promis. Nathalie a essuyé ses yeux. Que se passe-t-il ensuite? Demain, mon avocat dépose les papiers. Ça va être compliqué pendant un moment. Avocat, date d'audience, beaucoup de trucs d'adultes dont vous n'avez pas à vous soucier. Mais nous allons nous en sortir. Tous les trois. Et si maman essaie de nous prendre, a demandé Antoine. Elle peut essayer, ai-je dit. Mais j'ai tout documenté. Chaque mensonge, chaque décision qu'elle a prise. Quand le juge verra ce que j'ai, il n'y aura pas beaucoup de questions sur l'endroit où vous appartenez. Nathalie a croisé mon regard. Tu as planifié ça depuis 6 semaines. Bien, a-t-elle dit avec férocité. J'espère que tu lui prendras tout. Le bureau de Richard Pagnol sentait le cuir et l'argent ancien. Boiserie sombre, livre de droit qui n'avait probablement pas été ouvert depuis 1987. Des photos de lui serrant la main de juge et d'homme politique. Il pratiquait le droit de la famille depuis avant ma naissance. Et sa réputation était simple, il gagnait. Philippe. Richard s'est levé quand je suis entré, tendant la main. 65 ans, cheveux argentés, un costume qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Pile à l'heure. Je n'aurais pas manqué ça. Nous nous sommes assis. Il a ouvert un dossier assez épais pour être un annuaire. J'ai examiné tout ce que vous avez envoyé. Les courriels, les dossiers financiers, les résultats ADN. C'est aussi clair que possible dans ce genre d'affaires. Alors, nous déposons aujourd'hui. Déjà fait. Un coursier a livré la requête au palais de justice à 8 heures du matin. Votre femme sera signifiée dans l'heure. J'ai fait appel à un huissier du nom de Da Silva. Très professionnel, très discret. J'ai hoché la tête. Le gel des avoirs est en place depuis ce matin. Elle ne peut accéder à aucun compte joint, ne peut vendre aucun bien commun, ne peut prendre aucune décision financière majeure sans l'approbation du tribunal. J'ai également déposé une requête en référé pour la garde provisoire. Sur la base des preuves d'infidélité et d'irresponsabilité financière. Richard a sorti un autre document. Je veux aussi discuter du témoignage des enfants. Nathalie a 14 ans, dans cette juridiction, c'est assez vieux pour que le tribunal tienne compte de sa préférence. Si elle est prête à parler au juge, elle m'a déjà dit qu'elle voulait rester avec moi, les jeux interrompus. Elle l'a dit hier devant ma mère comme témoin. Encore mieux. Nous inclurons cela dans notre dossier. Quant à Antoine, il a 11 ans. Le tribunal ne lui demandera pas de choisir, mais nous pouvons présenter des preuves que vous avez été le parent principal en termes d'aide aux devoirs, d'activités sportives, de rendez-vous médicaux. Il n'avait pas tort. J'avais assisté à toutes les réunions parents-professeurs, à tous les matchs de baseball, à toutes les visites chez le médecin. Élodie avait été là aussi, parfois, quand cela n'entrait pas en conflit avec son
club de lecture ou sa séance de sport. Et la maison, ai-je demandé. Bien propre, acquis avant le mariage. Titre de propriété uniquement à votre nom. Elle n'a aucun droit dessus. L'entreprise. Également un bien propre, créé avant le mariage. Jamais de bien commun mêlé. Une séparation nette. Son avocat va se battre, ai-je dit. Richard a souri. Un sourire de prédateur. Laissez-les faire. Ils se battront en montée et sans munitions. À moins qu'elle n'ait des preuves que vous cachez des actifs ou que vous maltraitez les enfants, ce qui n'est pas le cas, elle n'a rien. Au mieux pour elle. Des visites supervisées et peut-être une pension alimentaire pendant 1 an ou 2 le temps qu'elle se remette sur pied. Je ne veux rien lui payer. Alors nous plaiderons l'abandon des devoirs conjugaux. L'infidélité est un motif de déchéance du droit à pension. C'est audacieux, mais avec ses preuves, il a tapoté le dossier. Je peux le faire tenir. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert. Espèce de salaud. Comment as-tu fait ça? Élodie venait sûrement d'être signifiée. Un autre SMS est arrivé. Les enfants pleurent. Tu es content maintenant? J'ai montré à Richard. Il a à peine jeté un coup d'œil. Ne répondez pas. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Laissez-la rager dans le vide. Une autre vibration. S'il te plaît. Pouvons-nous juste parler? Retrouve-moi quelque part. Richard s'est penché et a posé sa main sur mon téléphone. Philippe, ne vous engagez pas. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Elle va essayer de vous manipuler, de vous faire sentir coupable, n'importe quoi pour vous faire reculer. Ne lui donnez pas cette satisfaction. J'ai éteint mon téléphone. Quelle est la suite? Nous attendons sa réponse. Elle a 30 jours pour déposer une réponse. En attendant, vous continuez à faire exactement ce que vous faites. Soyez le père parfait. Maintenez votre entreprise. Restez irréprochable. Pas de rendez-vous galant, pas d'alcool, rien qui puisse être retourné contre vous. Compris. Et Philippe? Richard s'est penché en avant. Je fais ça depuis longtemps. J'ai vu des hommes se faire plumer parce qu'ils se sentaient coupables, parce qu'ils voulaient être gentils, parce qu'ils pensaient qu'être généreux faciliterait le processus. Ne soyez pas cet homme. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle en subit les conséquences. Je me suis levé, lui ai serré la main. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Mercredi après-midi, j'ai reçu un appel de ma directrice financière, Lise Martin. Elle était dans l'entreprise depuis la 2e année, à l'époque où nous opérions depuis un bureau dans un centre commercial et mangions des nouilles instantanées pour le déjeuner. Si Lise appelait en plein milieu de la journée, quelque chose n'allait pas. Philippe, nous avons un problème, a-t-elle dit sans préambule. Quel genre de problème? Le genre où quelqu'un a accédé aux données de paie des employés sans autorisation au cours des 8 derniers mois. Je me suis garé sur le parking d'une station-service. Qui? Les identifiants de connexion d'Élodie. Elle n'a pas travaillé ici depuis 3 ans, mais son accès administrateur n'a jamais été révoqué. Quelqu'un les a utilisés pour extraire des informations sur les salaires, les données sur les avantages sociaux, les dossiers personnels des employés. Ma mâchoire s'est crispée. Envoie-moi les journaux de connexion, tout. 20 minutes plus tard, j'étais dans mon bureau, fixant des horodatage qui peignaient un tableau clair. Élodie avait systématiquement accédé à notre plateforme RH, téléchargeant des informations confidentielles sur les employés, nom, adresse, numéro de sécurité sociale, historique de salaire. Tout ce dont une personne aurait besoin pour usurper des identités ou vendre des données à des concurrents. J'ai appelé Richard immédiatement. C'est de l'espionnage industriel, a-t-il dit après que je lui ai expliqué. Si elle a partagé ces informations avec quelqu'un, en particulier un concurrent, vous avez des accusations criminelles en plus du divorce. Pouvons-nous prouver qu'elle les a partagées? Nous avons besoin de ces communications. Courriel, message texte, stockage cloud. Avez-vous accès? J'ai souri sombrement. J'ai tout. Ce soir-là, j'ai passé au crible l'empreinte numérique d'Élodie avec un œil de légiste. J'ai trouvé une mine d'or dans un dossier intitulé « Travail de conseil ». Des dizaines de fichiers contenant des données sur les employés de mon entreprise.
tous envoyés à une adresse électronique appartenant à Solutions Stratège, notre plus grand concurrent. Le contact, Tristan Lemoine. Son petit ami travaillait pour eux. J'ai rappelé Lise. Mettez notre équipe juridique là-dessus. Je veux un audit complet de chaque fichier consulté, de chaque téléchargement, de chaque violation potentielle. Et je le veux pour hier. Philippe, si ça se sait, ça ne se saura pas. Pas encore. Mais je veux de la documentation, chaque accès unique enregistré et signalé. Quand nous serons prêts, nous les enterrons tous les deux. Jeudi matin, j'ai rencontré notre avocat d'entreprise, Jacques Ray. Je lui ai tout montré. L'accès non autorisé, le vol de données, le transfert à un concurrent. C'est un crime, a déclaré Jacques sans ambages. Fraude informatique, vol de secrets commerciaux, potentiellement une association de malfaiteurs si nous pouvons prouver le complot. Je ne veux pas porter plainte pour l'instant, ai-je dit. Je veux l'utiliser comme levier dans le divorce. Jacques a haussé un sourcil. Vous voulez faire chanter votre femme. Je veux qu'elle comprenne les conséquences de me combattre. Elle a volé mon entreprise, compromis les données des employés, nous a potentiellement coûté des clients. Elle accepte mes conditions dans le divorce, je garde ça sous silence. Elle me combat. Je dépose des plaintes pénales et des poursuites civiles. C'est brutal. Elle l'a mérité. Vendredi, Richard a signifié à Élodie une requête modifiée. Il a ajouté une section détaillant l'espionnage industriel, le vol de données, la responsabilité pénale potentielle. Il a joint des copies de chaque journal d'accès, de chaque fichier téléchargé, de chaque courriel à Tristan. Elle m'a appelé moins d'une heure plus tard. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore et encore. A finalement envoyé un SMS. S'il te plaît, nous devons parler. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai répondu par une seule phrase. Votre avocat a mes conditions. Signez-les ou faites face à des poursuites. Sa réponse est arrivée 2 minutes plus tard. Tu me détruis. J'ai répondu, tu t'es détruit toi-même. Je ne fais que le documenter. Puis j'ai bloqué son numéro et je suis retourné au travail. 2 semaines plus tard, Élodie a signé tout ce que j'avais demandé. Garde complète des 2 enfants, la maison, l'entreprise, tous les investissements et comptes de retraite. Elle a eu sa voiture, 4 500 €, et tous les effets personnels qu'elle pouvait y mettre. Pas de pension alimentaire pour les enfants de ma part, rien. Richard a appelé pour confirmer. Elle a signé il y a 30 minutes. Son avocat avait l'air d'avoir traversé une guerre. Je ne pense pas avoir jamais vu quelqu'un céder aussi complètement. Elle n'avait pas le choix, ai-je dit. Non, elle n'en avait pas. L'angle de l'espionnage industriel était brillant. Son avocat savait que si cela allait au procès, elle finirait en prison et perdrait tout de toute façon. Au moins, de cette façon, elle s'en sort libre. Pour l'instant. Vous envisagez toujours des poursuites pénales? J'envisage mes options. Si elle reste loin de moi et des enfants, si elle ne cause pas de problème, je laisserai tomber. Mais si elle essaie de contester cela plus tard, essaie de prétendre qu'elle a été contrainte ou manipulée, alors je dépose tout auprès du procureur et je les laisse s'en occuper. Richard a ri. Vous êtes un homme froid, Philippe Garnier. Je suis un homme prudent. Il y a une différence. Ce soir-là, j'ai tout raconté aux enfants. Nathalie l'a pris stoïquement, a hoché la tête une fois et est retournée à ses devoirs. Antoine a pleuré un peu, a demandé s'il verrait encore sa mère. Je lui ai dit oui, des visites supervisées 1 fois par mois jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Mais nous restons avec toi, a-t-il demandé. Vous restez avec moi. Tous les deux. Pour toujours. Il m'a serré dans ses bras alors, assez fort pour que je le sente dans ma poitrine. Merci, papa. Le lendemain matin, Élodie est venue chercher ses affaires. Je les avais déjà emballées. Des vêtements dans des cartons, des objets personnels dans des sacs poubelles, tout empilé dans le garage comme un vide-grenier dont personne ne voulait. Elle est arrivée dans la voiture de Tristan. Il est resté sur le siège du conducteur, lunettes de soleil sur le nez, faisant semblant de ne pas être terrifié. Homme intelligent. Élodie est sortie lentement, a regardé les cartons, puis moi, debout dans l'allée. C'est tout, a-t-elle demandé. C'est tout. Tout ce qui est à toi.
Puis-je voir les enfants? Non. Son visage s'est décomposé. Philippe, s'il te plaît. Ce sont mes enfants. Tu aurais dû y penser avant de vendre des secrets d'entreprise à l'employeur de ton petit ami. Tu as de la chance que je ne te fasse pas arrêter. Ne pousse pas le bouchon. Je ne savais pas ce qu'étaient ces fichiers. Tristan a dit qu'il avait besoin de... Je me fiche de ce que Tristan a dit. Tu m'as volé. Tu as volé nos employés. Des gens qui nous ont fait confiance avec leurs informations personnelles. Tu as fait ton choix. Elle a commencé à pleurer. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Être désolé ne règle pas ça. Tristan a klaxonné. Élodie a tressailli, l'a regardé, puis m'a regardé. Puis-je leur écrire des lettres? Les appeler? Par l'intermédiaire de votre avocat. Pas directement. Si vous essayez de les contacter sans passer par les canaux appropriés, je demanderai une ordonnance restrictive. Tu as pensé à tout, a-t-elle dit amèrement. J'ai eu 6 semaines. Tu as eu 10 mois pour réfléchir aux conséquences. Je suppose que je suis juste meilleur en planification. Elle a chargé ses cartons dans la voiture de Tristan. A fait 3 voyages. Il n'est jamais sorti pour l'aider. Il est juste resté assis là, à faire défiler son téléphone comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Quand elle a terminé, Élodie s'est tenue près de la portière passager. Le bébé, ai-je dit. Ce n'est pas mon problème. Toi et Tristan, débrouillez-vous. Il ne veut pas, elle s'est arrêtée, a dégluti difficilement. Il n'est pas prêt à être père. Alors tu as choisi le mauvais gars. Pas mon problème. Elle est montée dans la voiture. Ils sont partis. J'ai regardé jusqu'à ce qu'ils tournent au coin de la rue, puis je suis rentré à l'intérieur où Nathalie regardait par la fenêtre. Elle est partie, a demandé ma fille. Oui, elle est partie. Bien. Nathalie s'est détournée de la fenêtre. On n'a pas besoin d'elle de toute façon. Peut-être pas. Peut-être que nous serions mieux sans les mensonges, la manipulation, le questionnement constant sur ce qui était réel et ce qui était une performance. Ou peut-être que je me disais juste ça pour rendre les choses plus faciles. Quoi qu'il en soit, c'était fait. L'appel est venu du lycée de Nathalie un jeudi après-midi. Le proviseur Dubois, la voix tendue par l'inconfort. Monsieur Garnier, nous devons discuter d'une situation impliquant votre fille et d'autres élèves. Pouvez-vous venir demain matin? Quel genre de situation? Une pause. C'est concernant des publications sur les réseaux sociaux au sujet de votre situation familiale. Je préférerais en discuter en personne. J'ai libéré mon emploi du temps. Je suis arrivé à 8 heures précises. Le proviseur Dubois m'a reçu dans son bureau, l'air de ne pas avoir dormi. Nathalie était assise dans la salle d'attente, les bras croisés, le menton levé, provocante. Que s'est-il passé? Ai-je demandé une fois la porte fermée. Dubois a ouvert son ordinateur, m'a montré une série de publications Instagram de divers comptes d'élèves, des captures d'écran de conversations textuelles, une vidéo prise dans le couloir de l'école. Toutes mettaient en scène ma femme, mon ex-femme techniquement, bien que le divorce ne soit pas encore finalisé. Celles-ci ont commencé à circuler il y a 2 jours, a expliqué Dubois. Quelqu'un a divulgué des détails sur votre divorce, l'affaire, la grossesse, les accusations d'espionnage industriel. C'est devenu le principal sujet de conversation parmi la classe de seconde. J'ai fait défiler les publications, j'ai vu le visage d'Élodie photoshopé sur divers mèmes. Des commentaires allant de cruel à vicieux. Briseuse de ménage, tricheuse, voleuse. Des choses pires que je ne répéterai pas, d'où cela vient-il, ai-je demandé. Nous enquêtons toujours, mais plusieurs élèves ont affirmé que Nathalie était la source. J'ai regardé par la fenêtre du bureau ma fille. Elle a croisé mon regard. N'a pas détourné les yeux. Je vais lui parler, ai-je dit. Monsieur Garnier, nous avons une politique stricte contre le cyberharcèlement. Si Nathalie est à l'origine de cela, j'ai dit que je lui parlerai. Dubois a hoché la tête à contre-cœur. Nous envisageons une exclusion, 3 jours minimum. Faites ce que vous avez à faire. J'ai quitté son bureau. Nathalie s'est levée en me voyant. Nous avons marché jusqu'à ma voiture en silence. N'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons sur la route du retour. Tu veux me dire ce qui s'est passé, ai-je demandé. Chloé Petit a traité de loser,
a dit Nathalie sans détour. Elle a dit que sa mère lui avait dit que maman était partie parce que tu étais ennuyeux et que tu ne pouvais pas la satisfaire. Elle a dit que maman avait trouvé mieux, quelqu'un de plus jeune et de plus sexy. Ma mâchoire s'est crispée. Alors tu as divulgué les détails du divorce. J'ai corrigé les faits. Maman n'est pas partie. Tu l'as mise à la porte pour avoir triché et volé ton entreprise. J'ai montré les documents du tribunal à Chloé. Elle les a partagés. Nathalie, qu'est-ce que j'étais censé faire, papa? Les laisser te dénigrer? Les laisser faire comme si maman était une victime et que tu étais le méchant? Tu aurais pu l'ignorer. Comme tu as ignoré ce que maman a fait? Elle s'est tournée vers moi. Tu as tout documenté. Tu as monté un dossier. Tu t'es assuré que tout le monde connaisse la vérité. J'ai juste fait la même chose. Elle n'avait pas tort. J'avais fait exactement ça. M'assurer que les actions d'Élodie étaient consignées dans les dossiers du tribunal, dans des documents juridiques que tout le monde pouvait consulter. J'avais voulu que la vérité soit connue. Nathalie avait juste accéléré le processus. Le lycée veut t'exclure, ai-je dit. Je sais. Ça en valait la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'être exclu, d'avoir ça qui te suit? Oui. Pas d'hésitation. Parce que maintenant tout le monde sait que c'est maman qui a tout gâché. Pas toi, pas nous. Elle. Je me suis garé dans notre allée, j'ai coupé le moteur. Tu sais que ça va rendre les choses plus difficiles pour nous tous. C'était déjà difficile. Au moins maintenant, c'est honnête. Ce soir-là, Élodie a appelé. La première fois que je répondais à un de ses appels en 3 semaines. Ta fille est en train de détruire ma vie, a-t-elle crié avant que je puisse dire bonjour. Elle publie mes informations personnelles en ligne, monte tout le lycée contre moi, me fait passer pour une sorte de criminel. Tu es une criminelle, ai-je dit calmement. Le vol de données est un crime. Je suis harcelé. Des gens m'appellent, se présentent à mon appartement, me crient dessus dans les supermarchés. Quelqu'un a jeté des œufs sur ma voiture. C'est regrettable. Peut-être devriez-vous porter plainte à la police. C'est de ta faute. Tu as monté les enfants contre moi. Je n'ai pas eu à le faire. Tu l'as fait toi-même quand tu as décidé que Tristan était plus important que ta famille. Je veux les voir. Le tribunal a dit que j'avais droit à des visites supervisées. Le tribunal a aussi dit que ces visites peuvent être refusées s'il y a des preuves de préjudice émotionnel pour les enfants. L'exclusion de Nathalie du lycée à cause de ton comportement, c'est une preuve. Élodie est restée silencieuse. Puis, la voix brisée, comment en sommes-nous arrivés là, Philippe? Tu as fait un choix. Puis un autre. Puis un autre. C'est là que ces choix ont mené. Je t'aimais. Je t'aime encore, non, tu ne m'aimais pas. L'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne trahit pas. Ce que tu ressentais, c'était la commodité, le confort, la sécurité. Mais pas l'amour. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Nathalie est apparue dans l'embrasure de la porte. C'était maman? Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? Blâmer tout le monde sauf elle-même. Nathalie a hoché la tête. Est venue me serrer dans ses bras. Merci de ne pas être en colère pour l'histoire du lycée. Oh, je suis en colère, ai-je dit. Mais je suis aussi fier que tu aies défendu ce qui était juste. J'aurais juste aimé que tu le fasses plus intelligemment. La prochaine fois, a-t-elle dit. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est fini. Maman est partie. Nous allons de l'avant. Promis. Promis. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas fini. Loin de là. Parce que le lendemain matin, l'avocate d'Élodie a déposé une requête en référé, affirmant que j'entraînais les enfants à diffamer son personnage, que je les utilisais comme des armes dans le divorce. Le tribunal a fixé une audience pour la semaine suivante. Et soudain, tout ce que j'avais construit était en péril. La juge Patricia Moreau avait une réputation. 40 ans de magistrature, sans fioriture, tranchante comme du verre brisé. Elle ne tolérait pas les jeux, n'acceptait pas les excuses, et pouvait repérer un menteur à 50 pas. Je portais mon plus beau costume. Richard était assis à côté de moi, sa mallette pleine de documents.
De l'autre côté de l'allée, Élodie et son avocate, maître Marion Sorel, semblaient toutes deux préparées à la guerre. Il s'agit d'une requête en modification d'urgence de la garde, a déclaré la juge Moreau en lisant ses notes. Maître Sorel, vous alléguez une aliénation parentale. Marion s'est levée. Oui, votre honneur. Monsieur Garnier a systématiquement monté les enfants contre leur mère. Sa fille a récemment divulgué des informations confidentielles sur le divorce à l'école, causant à Madame Garnier une détresse émotionnelle importante et une humiliation publique. Maître Pagnol? Richard s'est levé. Votre honneur, les informations que Mademoiselle Garnier a partagées n'étaient pas confidentielles. Elles étaient contenues dans des documents judiciaires déposés publiquement. N'importe quel membre du public pourrait accéder aux mêmes informations. Mais elle a 14 ans, a argumenté Marion. Elle ne devrait pas avoir accès au dossier de divorce. La seule façon dont elle aurait pu les obtenir est si son père les lui avait fournis. La juge Moreau m'a regardé. Monsieur Garnier, avez-vous montré les documents du divorce à votre fille? Je me suis levé. Je lui ai montré le test de paternité, votre honneur. Après qu'elle m'a demandé directement pourquoi sa mère et moi divorcions. J'ai senti qu'elle méritait une réponse honnête. Et les informations sur l'espionnage industriel? Celle-ci se trouve dans la requête modifiée qui a été signifiée à Madame Garnier. Son avocate en a une copie. Si Nathalie y a eu accès, elle l'a fait de son propre chef. La juge a pris une note. Maître Sorel, qu'est-ce qui soutient d'autre votre affirmation d'aliénation? Les enfants refusent de voir leur mère. Madame Garnier a fait plusieurs tentatives pour les contacter, toutes rejetées. Monsieur Garnier a bloqué son numéro de téléphone sur leurs appareils. Votre honneur, a interrompu Richard. Le numéro de Madame Garnier a été bloqué après qu'elle a violé l'ordonnance de garde en tentant de contacter les enfants directement plutôt que par le biais des canaux de visite supervisés. Nous avons la documentation de 17 tentatives d'appel et 34 messages textes sur une période de 2 semaines. La juge Moreau a regardé Élodie. Madame Garnier, est-ce exact? Élodie s'est levée. Je voulais juste parler à mes enfants. Ils ne veulent pas me voir, ne répondent pas à mes appels. Je suis leur mère. Vous êtes également liés par une ordonnance de garde. Avez-vous oui ou non violé cette ordonnance en tentant un contact direct? Oui, mais, oui ou non? Oui. La juge a pris une autre note. Autre chose, maître Sorel? Nous croyons que monsieur Garnier a entraîné les enfants à haïr leur mère, à la voir comme l'ennemi. C'est de l'aliénation parentale typique. Maître Pagnol, votre réponse? Richard a ouvert sa mallette. Votre honneur, j'aimerais appeler Nathalie Garnier à témoigner. Marion a bondi. Objection. C'est une enfant mineure. C'est inapproprié. Elle a 14 ans, assez âgée pour que le tribunal tienne compte de ses souhaits en vertu de la loi. Et elle s'est portée volontaire pour témoigner. La juge Moreau a réfléchi. Je l'autorise, mais je vide la salle d'audience. Juste les avocats, les parents et mon greffier. 5 minutes plus tard, Nathalie était assise à la barre des témoins. Elle portait une robe bleu marine, les cheveux tirés en arrière, l'air plus âgé que 14 ans. Nathalie, a dit doucement la juge Moreau. Comprends-tu pourquoi tu es ici? Oui, madame. Ma mère pense que mon père m'a monté contre elle. Et l'a-t-il fait? Non, madame. Elle l'a fait elle-même. Comment ça? Nathalie a pris une profonde inspiration. Mon père n'a jamais rien dit de mal sur ma mère. Pas une seule fois. Même après avoir découvert l'affaire, le bébé, le fait qu'elle volait son entreprise. Il a juste dit que les adultes font parfois des erreurs. Alors pourquoi ne veux-tu pas la voir? Parce qu'elle nous a menti à tous pendant des mois. Elle nous regardait dans les yeux tous les jours et mentait. Comment suis-je censé faire confiance à quelqu'un qui fait ça? La juge Moreau a hoché la tête. Et les informations que tu as partagées à l'école? Je n'aurais pas dû faire ça. C'était méchant. Mais j'étais en colère. Mon ami a dit que mon père était un loser, que ma mère l'avait quitté. Ce n'était pas vrai. Je voulais que les gens sachent la vérité. Ton père t'a-t-il dit de partager ces informations? Non, madame. Il m'a dit de l'ignorer. Je n'ai pas écouté. La juge a regardé Élodie. Madame Garnier,
avez-vous des questions pour votre fille? Élodie a secoué la tête, des larmes coulant sur son visage. Alors nous avons terminé ici. La juge Moreau a fermé ses notes. La requête en modification d'urgence de la garde est rejetée. L'arrangement de garde actuel est maintenu. Madame Garnier. Il vous est rappelé que tout contact avec les enfants doit passer par les canaux de visite supervisés. Toute nouvelle violation entraînera des poursuites pour outrage au tribunal. Marion a tenté une dernière fois. Votre honneur, s'il vous plaît. Elle est leur mère, et Monsieur Garnier est leur père. Un père qui, selon toutes les preuves présentées, a agi de manière appropriée tout au long de ce processus. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Dehors, au palais de justice, Richard m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est mieux passé que prévu. Nathalie nous a sauvés. C'est une fille intelligente. Elle tient de son père. J'ai regardé ma fille, debout près de la voiture, qui attendait. Forte, têtue, loyale. Tout ce qu'Élodie n'était pas. Ouais, ai-je dit. C'est vrai. 4 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu une lettre du bureau du procureur. Ils avaient examiné les preuves que j'avais soumises concernant l'espionnage industriel d'Élodie. Ils voulaient la poursuivre. J'ai rencontré la procureure adjointe Caroline Portier dans son bureau du centre-ville. Elle avait 36 ans, des yeux vifs, une réputation de gagner des affaires que d'autres procureurs ne toucheraient pas. Monsieur Garnier, les preuves que vous avez fournies sont substantielles, a déclaré Caroline en étalant des documents sur son bureau. Accès non autorisé à des systèmes protégés, vol de données confidentielles d'employés, transmission de ces données à un concurrent. C'est de la fraude informatique classique. Je sais. Nous pourrions porter plainte. Condamnation probable. Elle risquerait de 18 mois à 3 ans. Je me suis adossé. De quoi avez-vous besoin de ma part? Témoignages, documentation technique, coopération tout au long du processus du procès. Elle a fait une pause. Et vous devez comprendre que si nous poursuivons, cela deviendra public. Très public. Votre entreprise sera dans les journaux. Vos enfants verront leur mère arrêtée. Ils l'ont déjà vu détruire notre famille. Ce n'est pas pire. En êtes-vous sûr? J'ai pensé à Nathalie et Antoine. À la stabilité que nous avions construite au cours des 4 derniers mois. La routine, la normalité, la lente guérison. Un procès rouvrirait tout cela. Que se passe-t-il si je ne coopère pas, ai-je demandé. Sans votre témoignage et les dossiers de l'entreprise, nous n'avons pas d'affaires. Elle s'en sort. J'ai regardé les documents, les identifiants de connexion d'Élodie, les eurodatages, les preuves de chaque fichier qu'elle avait volé. Une partie de moi voulait l'avoir poursuivie. Voulait qu'elle fasse face à de réelles conséquences au-delà de la perte de la garde et des biens. Mais une autre partie, celle qui bordait mes enfants le soir, qui aidait aux devoirs et préparait le petit déjeuner, cette partie voulait que ce soit fini. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Vous avez 48 heures. Après ça, le délai de prescription commence à devenir un problème. J'ai quitté son bureau, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé Nathalie faisant ses devoirs à la table de la cuisine, Antoine jouant aux jeux vidéo dans le salon. Papa. Nathalie a levé les yeux. Ça va? Tu as l'air stressé. Je me suis assis en face d'elle. Le procureur veut poursuivre ta mère pour le vol de données. Le stylo de Nathalie s'est arrêté de bouger. Vont-ils le faire? Ça dépend de moi. Ils ont besoin de ma coopération. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'elle le mérite. Elle a enfreint la loi, elle devrait en subir les conséquences. Mais Antoine et toi, vous allez enfin bien. Un procès ramènerait tout à la surface. La couverture médiatique, les questions, tout ça. Nathalie a fermé son manuel. Papa, je peux te dire quelque chose? Toujours. Je me fiche de ce qui lui arrive maintenant. Avant, j'étais en colère. Je voulais qu'elle paie pour tout ce qu'elle a fait. Mais maintenant, je veux juste passer à autre chose. Je veux que nous allions bien. Antoine est apparu dans l'embrasure de la porte. On parle de maman? Oui, ai-je dit. Viens ici, mon grand. Il s'est assis à côté de Nathalie. Qu'est-ce qu'il y a avec elle?
Elle pourrait aller en prison pour ce qu'elle a fait à mon entreprise. Mais seulement si j'aide le procureur à monter le dossier. J'essaie de décider quoi faire. Antoine a réfléchi. Est-ce que ça nous fera du mal si elle va en prison? Peut-être. Les gens parleront. Les journaux pourraient en parler. Alors ne le fais pas, a dit simplement Antoine. On est bien maintenant. Pourquoi rendre les choses mauvaises à nouveau? De la bouche des enfants. Je les ai regardés tous les deux, leur visage enfin détendu après des mois de tension, la paix que nous avions si durement acquise. D'accord, ai-je dit. D'accord. Le lendemain matin, j'ai appelé Caroline Portier. Je refuse de coopérer. Monsieur Garnier, en êtes-vous certain? Cette femme a commis des crimes graves. Je sais. Mais je dois penser à mes enfants. Ils en ont assez vu. Nous tous. Elle est restée silencieuse un moment. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je pense que vous faites le bon choix. Parfois, aller de l'avant est mieux que de regarder en arrière. Oui, je le pense aussi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'Élodie. La première communication en des mois. J'ai entendu dire que tu n'as pas porté plainte. Merci. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. L'histoire était terminée. Ce soir-là, Nathalie a demandé si nous pouvions aller sur la tombe de mamie, sa grand-mère, ma mère Éléonore, qui était décédée l'année précédente. Nous avons conduit jusqu'au cimetière, apporté des fleurs, nous sommes tenus dans l'air frais de l'automne. Grand-mère serait fière de toi, a dit Nathalie. Pour la façon dont tu as tout géré. Tu crois? Je sais. Elle disait toujours que la mesure d'un homme est la façon dont il traite les gens quand il a du pouvoir sur eux. Tu avais du pouvoir sur maman. Tu aurais pu la détruire complètement. Mais tu as choisi la miséricorde. J'ai choisi la paix, ai-je corrigé. Y a-t-il une différence? J'y ai pensé. Peut-être pas. Nous sommes rentrés à la maison, avons dîné, aidé Antoine avec ses devoirs de mathématiques, regardé Nathalie pratiquer le violon pour son prochain récital. Une vie normale. Belle, ennuyeuse, vie normale. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais découvert l'affaire, j'ai dormi d'une traite sans me réveiller en colère. La guérison n'était pas complète, ne le serait peut-être jamais, mais elle avait commencé, et c'était suffisant. 8 mois plus tard, j'étais dans l'auditorium du lycée de Nathalie, la regardant recevoir un prix d'excellence académique. Que des 20 toute l'année. Malgré tout, je n'avais jamais été aussi fier. Antoine était assis à côté de moi, son trophée de baseball de son match de championnat sur ses genoux. Ils avaient gagné 5 contre 7 et il avait frappé le point de la victoire. Le gamin rayonnait. Après la cérémonie, nous sommes allés manger une glace. Une tradition que j'avais instaurée après le divorce. Chaque réussite, chaque étape importante, nous la célébrions. Je m'assurais que les enfants sachent que même si leur famille avait changé, l'amour, lui, n'avait pas changé. Papa, a dit Nathalie, de la glace au chocolat sur sa cuillère. Je peux te poser une question? Vas-y. As-tu pensé à sortir avec quelqu'un? J'ai ri. D'où ça vient? Tu es seul depuis 8 mois. Tu mérites quelqu'un de bien. Je ne suis pas seul. Je vous ai, vous deux. Tu sais ce que je veux dire. Antoine a hoché la tête. Nathalie a raison. Tu devrais trouver une petite amie. Une petite amie? Vous me poussez vraiment, tous les deux. On veut juste que tu sois heureux, a dit Nathalie. Vraiment heureux, pas seulement papa heureux. J'ai regardé ma fille, 15 ans maintenant, presque une adulte. Je suis heureux. Être votre père est suffisant. Mais quand nous irons à l'université? Tu seras seul alors. C'est dans 6 ans. Je m'en soucierai à ce moment-là. Mais les mots de Nathalie me sont restés en tête. Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai regardé l'invitation à un dîner d'affaires dans ma boîte de réception. Un événement de réseautage de l'industrie technologique. Habituellement ennuyeux à mourir, mais la conférencière principale a attiré mon attention. Dr Jennifer Hayet, fondatrice d'une start-up d'analyse de données de santé. J'avais entendu parler de son entreprise, je respectais son travail.
J'ai répondu présent. L'événement avait lieu dans la salle de bal d'un hôtel du centre-ville. 100 personnes en costume faisant semblant de s'intéresser aux présentations. J'ai pris un verre, j'ai trouvé une place près du fond. Le docteur Hayet est monté sur scène. 43 ans. Confiante, brillante. Elle a parlé de l'utilisation des données pour améliorer les résultats des patients, de la création d'une entreprise à partir de rien tout en élevant 2 enfants en tant que mère célibataire. Après son discours, je me suis approché, j'ai tendu la main. Philippe Garnier. Présentation impressionnante. Elle l'a serré fermement. Jennifer Hayet, et merci. Vous êtes le type de la plateforme RH, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de votre entreprise. De bonnes choses, j'espère. Très bonnes. Nous utilisons d'ailleurs votre logiciel. Il nous fait gagner des heures chaque semaine. Nous avons parlé pendant 20 minutes d'affaires, de la création d'entreprises, des défis d'être des parents célibataires avec des carrières exigeantes. Elle était divorcée depuis 3 ans, avait des filles jumelles de 16 ans. C'est difficile parfois, a admis Jennifer. Équilibrer tout, être assez pour elle tout en étant assez pour l'entreprise. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Elle a souri. J'ai le sentiment que oui. Nous avons échangé nos cartes. Elle a appelé 3 jours plus tard. Je sais que c'est direct, a dit Jennifer, mais j'aimerais dîner, juste nous deux, parler d'autre chose que de travail pour une fois. Ça me plairait. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille, avons parlé pendant des heures de nos enfants, de nos divorces, de nos rêves pour l'avenir, de la reconstruction de la vie après la trahison, de la confiance retrouvée, de l'ouverture aux possibilités. J'avais juré de ne plus jamais sortir avec quelqu'un, a dit Jennifer au dessert. Je me disais que les hommes ne valaient pas le risque. Qu'est-ce qui a changé? J'en ai eu marre d'être en colère. J'ai réalisé que mon ex m'avait déjà assez pris. Je n'allais pas le laisser prendre mon avenir aussi. J'ai levé mon verre. À la reconquête de notre avenir. Elle a fait teinter le sien contre le mien. Au nouveau départ. 3 mois plus tard, j'ai présenté Jennifer aux enfants. Dîner chez nous, décontracté, sans pression. Elle a amené ses filles, Sophia et Emma. Les filles se sont liées d'amitié grâce à la musique. Il s'est avéré qu'Emma jouait aussi du violon, et elle et Nathalie ont passé 1 heure à comparer leurs techniques. Après le dîner, Jennifer et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière pendant que les enfants jouaient aux cartes à l'intérieur. Ils t'aiment bien, ai-je dit. Je les aime bien. Ce sont de bons enfants, Philippe. Tu as fait un travail incroyable. J'ai eu de l'aide. Ma mère avant son décès, et les enfants eux-mêmes. Ils sont plus forts que je ne l'ai jamais été. Jennifer m'a pris la main. Tu es plus fort que tu ne le penses. Nous sommes restés assis dans un silence confortable. À l'intérieur, je pouvais entendre Nathalie rire de quelque chose qu'Emma avait dit, Antoine défiant Sophia à une revanche. Le son d'une famille. Différente d'avant, mais pas moins réelle. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau, ai-je admis. Heureux. Plein d'espoir. Moi non plus. Mais nous y sommes. Nous y sommes. 1 an après le divorce, j'ai emmené les enfants au chalet dans les Vosges. Celui où Élodie et moi allions. Celui que j'avais gardé dans l'accord. Nous avons passé le week-end à pêcher, à faire de la randonnée, assis près du feu le soir. Cet endroit semble différent, a observé Nathalie notre dernière soirée là-bas. Comment ça? Plus léger. Comme si c'était à nous maintenant, pas à elle. Antoine a hoché la tête. Je préfère comme ça. J'ai regardé mes enfants, leur visage dans la lumière du feu. J'ai pensé au chemin parcouru depuis ce dîner chez Raphaël, quand j'avais tourné le dos à un mariage construit sur des mensonges. Jusqu'à ce moment de paix authentique. Élodie m'avait envoyé un SMS une fois de plus, des mois auparavant, demandant si les enfants voulaient la voir. J'avais laissé la décision à Nathalie et Antoine. Ils avaient tous les deux dit non. Pas encore. Peut-être un jour, mais pas encore. J'avais transmis le message. Élodie n'avait pas répondu. Et c'était bien comme ça. Certaines blessures avaient besoin de temps. D'autres de distance. D'autres des deux. Papa, a demandé Antoine. Ça va? J'ai souri. Oui, mon grand. Je vais mieux que bien.
bien. Il a jeté une autre bûche sur le feu. Parce que nous aussi. Et assis là, entouré de mes enfants, de la vie que nous avions construite sur les ruines de la trahison, j'ai réalisé quelque chose d'important. Élodie n'avait pas seulement échoué à me détruire. Elle m'avait libéré, m'avait donné la chance de construire quelque chose de réel, d'honnête, de meilleur. J'avais pensé que ce dîner chez Raphaël était une fin. Il s'est avéré que c'était un début. Le premier jour d'une vie que je voulais vraiment vivre. Et cela valait toute la douleur.